Ouais, tu vois, quand je vois un chantier comme ça, moi, je déprime un peu. Ah oui. Malheureusement, c'est que Oui. ça représente plusieurs centaines d'hectares sur notre Morvan, tu vois. Ah, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. C'est impensable même. Quand je vois, tu te rappelles quand on venait à la pêche quand on était jeune, on Ah, prenait bah, ce petit chemin-là. C'était autre chose, oui. Et le chemin, ça faisait même un tunnel avec les branches, avec des feuillus. Ouais. Il y avait de tout. Il y avait des noisetiers, il y avait des chênes, il y avait des châtaigniers. Puis après, d'un seul coup, on a vu quelques coupes rases. Au début, je ne sais pas si tu te rappelles, on n'était pas trop étonnés, ma foi. Enfin, surpris, mais sans plus, quoi. On se demandait ce qui se passait, mais on ne pensait pas qu'ils allaient venir jusque-là, quoi. Et quand on voit maintenant cette catastrophe, c'est inimaginable. Quand tu vois tous ces résineux qui sont plantés, bien alignés les uns en face des autres, c'est lamentable, quoi. C'est vraiment à pleurer, quoi. C'est pas pensable. Des arbres qu'on plante et qu'on coupe, puis qu'on replante et qu'on recoupe, et entre-temps, ce paysage. Une coupe rase, cause de toutes les discordes entre ceux qui vivent près des bois et ceux qui vivent du bois. Discorde, le mot est faible. Dans le Morvan, il s'agit plutôt de combat, de rage. En quelques années, le Morvan est devenu une sorte de centre national de la dispute forestière. Pas un mois ne se passe dans le Morvan sans qu'un collectif de citoyens en colère se manifeste. Qui sont-ils? Il faut, c'est impératif. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour la défense de la forêt. Ils ont commencé par râler. Nous sommes en terre gauloise et l'on s'est moqué d'eux. Mais ils n'ont jamais lâché prise. L'obstination, c'est leur potion magique. Mais c'est pour les générations futures. Vous avez déjà donné notre petit tract, la défense de la forêt? Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est bien. Par quoi commencer pour comprendre cette guerre des forêts? À qui parler? Quelles parcelles visiter? Isabelle Beniche, citoyenne militante, nous propose une idée simple. Emprunter le chemin de son enfance. Moi, quand j'étais enfant, on allait avec ma mère ici dans ces forêts, on se promenait, et alors c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et un jour, ils sont arrivés avec leur machine, puis ils ont commencé là, et puis là, et puis là, et puis là, et puis là. Et on a eu vraiment l'impression d'être, tu vois, que ça commençait à vraiment nous envahir, quoi. Vraiment nous priver de notre espace vital. Parce que pour nous, la forêt, c'était notre espace vital. On y allait, on allait faire notre bois, enfin, tu vois. Et petit à petit, voilà, ça a été des coupes rases. Et donc, tu vois, je suis pas si vieille que ça, mais à l'âge que j'ai, il y a déjà une grande partie de ces boisements qui ont été déjà recoupés, replantés. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai déjà vu deux fois cette colline à blanc. C'est énorme, moi, je trouve, dans une seule vie. Donc tu vois, bon ça c'était des feuillus aussi, tout coupés. Donc ils ont fait des plantations de résineux.
Donc moi, quand je suis là, je me reconnais pas. Je reconnais pas mes arbres, je reconnais pas ma forêt, je reconnais pas. Il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas les mêmes animaux, il n'y a pas les mêmes oiseaux. Alors certes, oui, il y a des oiseaux, encore une chance, mais c'est pas les oiseaux inféodés aux forêts de feuillus anciennes. Si on vient là le soir, il n'y aura pas de hibou. J'ai jamais revu une martre ou une fouine, quoi qu'on nous en dise, parce que c'est des peuplements qui sont trop jeunes pour leur apporter quelque chose. On a quand même l'impression qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, avec des idées qui n'étaient pas forcément celles d'ici, qui ont imposé un système. Et du coup, ils nous ont calibré la forêt, ils nous ont standardisé la forêt dans ce modèle-là, qui est un modèle hyper intensif. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Les résistants aux résineux ont fait d'un vieux café paysan leur QG. C'est là que s'organise la lutte, que se croisent militants, petits propriétaires dissidents, forestiers indépendants et nouveaux venus dans le pays. Gloire aux sapins, bien en rang comme des militaires. Vous êtes bien battus, il ne reste presque plus de nos amis les feuillus. Parce que donc la stratégie actuelle, c'est de dire les arbres ils meurent, n'est-ce pas, à cause du changement climatique. Donc il faut vite les changer avant qu'ils soient tous morts. Voilà. Donc le plan, c'est de raser les forêts et de replanter des essences soi-disant résistantes. C'est pas de la forêt, ça n'a rien à voir avec de la forêt. Et en fait, il y a une usurpation quand on met des arbres en ligne et que c'est tous les mêmes. On ne peut plus vraiment parler de forêt, quoi. C'est pas sérieux. Si je vous dis, venez visiter mon potager, vous attendez à voir quand même plusieurs légumes. Mais si vous venez puis qu'il n'y a que du maïs, je ne peux pas dire que c'est un potager. Donc il y a un gros problème de lexique pour commencer. On ne parle pas tous de la même chose. Mais indépendamment de ça, je veux dire, si on part d'une monoculture de Douglas, là par contre c'est compliqué, hein, c'est sûr. Mais je connais des forêts qui ont été délaissées pendant plus de 100 ans, quoi. Mais il y a moyen de les jardiner, nos forêts. Il y a moyen. Enfin, le hêtre, c'est une essence d'ombre, donc il ne faut pas le planter n'importe où. Le chêne, c'est une essence de soleil, il ne faut pas le planter n'importe où. Il y a moyen de faire une sylviculture dans le Morvan aussi. Donc ça, sur le fait aussi que l'eau, la forêt, c'est un filtre naturel. L'eau, elle est totalement potable à la sortie de la forêt. C'est aussi un coût économique de nettoyage de l'eau, qu'une station d'épuration ne fera jamais aussi bien qu'un sol forestier. Donc ça, c'est aussi un moyen de pression pour lutter contre les coupes rases. On justifie souvent le caractère rebelle des Morvandiaux par la géographie singulière du Morvan même. Un pavé de granit au milieu des plaines. Glacé l'hiver, brûlant l'été, enclavé. Couverts de forêts que se sont partagés comme un butin les 4 départements alentours. Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Côte-d'Or. Les Morvandiaux, une poignée de ruraux négligeables. Ça, c'était hier. Alors ils sont venus, ils ont coupé. Là, ils ont même dessouché. Et puis dans 35-40 ans, ils vont revenir, ils vont tout recouper et on va recommencer. Mais le sol, lui, va tenir combien de temps? Dans le Haut-Morvan, ça peut plus, ça tient plus. Dans les Vosges, ils ont essayé de replanter du feuillu derrière des générations de résineux et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que du coup, le sol était devenu tellement acide et tellement toxique que même les feuillus ne reviennent plus, on n'y arrive plus. Donc on est en train, en fait, de faire une mutation irréversible, c'est-à-dire de détruire de façon irréversible une forêt millénaire, parce qu'ici on est dans un massif forestier ancien. Et on est en train de le détruire, de détruire son sol. Est-ce que nous avons le droit, nous, de détruire le sol pour faire quelques Douglas de plus? Est-ce qu'on a ce droit-là? Au diable, les feuillus, chênes et hêtres des forêts d'enfance d'Isabelle. Vivent les résineux. 35 sec. 35 sec. Un résineux, c'est un arbre qui pousse vite, 2 fois plus vite qu'un feuillu, et qui plaît bien à l'industrie du bois. Les résineux ont même des arbres stars, le pin pectiné, l'épicéa et surtout le pin Douglas. 30. 30. Le Douglas est une essence venue de l'Ouest américain, qui s'est installée avec les autres sur 50% des terres forestières du Morvan.
en 80 ans seulement. C'est-à-dire en un clin d'œil à l'échelle du temps de la forêt. Par qui les résineux sont-ils arrivés dans les forêts françaises et dans celles du Morvan en particulier? Quand? Pourquoi? À ces questions, les Morvandiaux vous lâchent le nom d'un suspect, la caisse. Nous avons quitté nos bottes et nous sommes montés à Paris chercher des réponses. De son vrai nom, la Caisse des dépôts et consignations est un établissement public qui détient les milliards d'épargne des Français, avec la mission de les investir dans des projets d'intérêt généraux. Après bien des hésitations, la Caisse nous a délégué Olivia Yedi-Kardashian, agronome maison, et Joël Prohin, responsable des investissements, pour nous éclairer. Alors, nous sommes obligés de revenir longtemps en arrière. Nous allons revenir en 1963, où, en appui de politiques publiques, comme la Caisse des dépôts a la mission de le faire, la Caisse des dépôts a été sollicitée pour acheter des forêts qui allaient mal, des forêts qui étaient mal en point, et pour participer à leur revitalisation. Mais c'était un autre contexte, avec des défis post-guerre très importants de relancer aussi l'économie française et le pays. Donc c'est-à-dire planter, entretenir, couper, préparer les forêts de demain. Nous avons une filiale dédiée, la Société forestière, qui gère les forêts de la Caisse des dépôts, qui gère des forêts d'autres investisseurs institutionnels, qui gère des forêts aussi d'investisseurs privés, et qui dispose d'une compétence avérée pour gérer de façon efficace les forêts que nous lui confions. Afin de parfaire notre éducation forestière, la Caisse nous confiera au bon soin de sa filiale, la Société forestière, et en particulier à ses meilleurs agents sur le terrain, pilotés par Amaury Génie. Ici ont été plantés des sapins, donc c'est ça qui donne finalement l'aspect très régulier, l'aspect un petit peu monotone, parce que c'est des forêts qui sont issues de plantations, avec une diversité d'essences qui finalement est assez faible, parce qu'il y a un pari qui avait été fait sur le Douglas, un pari qui avait été fait sur le sapin, un pari qui a été fait sur l'épicéa, donc qui sont d'excellents bois pour la construction. Ce modèle est né par la volonté de développer la forêt en France, de répondre, comme on le disait, aux besoins. Ces besoins se faisaient jour à partir de certaines essences. Ces essences ont été implantées dans des endroits où ça poussait bien, et donc le modèle s'est développé. Donc il y a une partie du patrimoine en résineux qui permet d'avoir aussi une viabilité économique de notre patrimoine, avec des coupes régulières pour alimenter la filière industrielle, qui emploie quand même près de 400 000 personnes. La forêt, c'est sympa pour s'y promener, c'est sympa pour y cueillir des champignons, c'est sympa pour y développer la biodiversité, c'est sympa aussi pour produire du bois qui sera utile à l'économie en général, et c'est d'abord et avant tout des besoins industriels qu'il est nécessaire de couvrir en France. Si la Caisse des dépôts ne possède aujourd'hui que 0,05% des forêts du Morvan, dès les années 60, sa société forestière se voit vite confier la gestion de forêts achetées par d'autres investisseurs qui profitent là d'un placement refuge. La forêt comporte des risques de tempêtes qui font tomber les arbres, mais ces risques-là, ils n'arrivent pas forcément la même année qu'un risque de krach boursier, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, même si ce n'est pas un rendement très élevé, d'avoir aussi un peu de forêt, parce que ça fonctionne différemment du marché immobilier ou du marché des actions. En conséquence, débarquent en quelques années dans le Morvan des assureurs, des mutualistes, des banquiers, des fonds de placement qui cherchent à sécuriser leur bas de laine. 7000 hectares de forêt que la génération d'Amaury doit aujourd'hui faire fructifier. Or, le modèle préconisé dans les années 60, et que tout le monde suivra, c'est le tout résineux. La forêt disparaît au profit des plantations. Mais de loin, qui fait la différence ? Eh ben, dis donc. Ouf.
Quel chantier? Oh là là, c'est triste, hein. Voilà le spectacle, tous les branchages sont tombés en bas, sont en dessous. Et tu vois les travaux qu'ils ont dû faire pour sortir le bois, c'est incroyable, quoi. Ben, on sait bien qu'il faut couper du bois, qu'il faut exploiter. Alors on va nous dire, ouais, mais les pauvres feuillus du Morvan qui valent rien. Mais enfin, une forêt, même si elle n'est pas extraordinaire du point de vue, on peut la restaurer. On peut faire de l'enrichissement, on peut faire on n'est pas obligé de faire une coupe rase comme on le voit ici, ce travail-là. Non, moi quand je vois ça, franchement, moi ça me met... j'ai beau essayer de dire, voilà, bon, c'est encore une coupe. Mais non, c'est pas encore une coupe, c'est pas encore une. Moi, ça me met en colère et ça me donne toujours de l'énergie pour me battre contre ça. Voilà. Lucienne Haez fait partie de la pire espèce de morvandiaux. Ceux qui y ont passé leur enfance, qui ont dû partir ailleurs travailler et qui sont revenus. Ceux qui constatent les dégâts faits à leur terre et qui décident de réagir. On était des précurseurs pour l'environnement à ce moment-là et je me suis tout de suite investi dans la forêt, dans le dossier forêt. On a rencontré quelques propriétaires qui commençaient à faire les coupes à blanc. Moi, j'ai vite compris que ça suffisait pas, quoi. On les faisait rigoler. Les écolos qui vont nous donner des leçons, les papillons, les petits oiseaux et tout ça. Bon, ils nous menaient en bateau. Ils se sont dit en face de moi, de toute façon, elle comprend pas grand-chose et tout, donc on va faire ce qu'on veut. Mais c'était mal me connaître quand même. J'ai horreur qu'on me prenne pour une imbécile, quoi. Donc je me suis dit, allez hop, tu y vas et tu te bats et tu lâches pas. Le monde de la forêt avait laissé filer la petite Lucienne. Il se retrouve face à celle qu'on surnomme désormais Lulu du Morvan. Dans les réunions, on me ramenait tout le temps, mais madame, vous n'êtes pas propriétaire. Parce que quand je disais, il n'y a pas que l'économie qui compte, je disais, mais vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la propriété. Et ça commençait à me prendre la tête. Après des années de bizutage forestier, pour Lucienne sonne l'heure de la contre-attaque. Là, tu vois, la ronce, elle pousse. Là. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Faut trouver une bonne solution. Donc, on s'est tout de suite lancé dans la création du groupement forestier, justement pour devenir propriétaire, collectivement propriétaire. Et l'idée, elle est venue de là. Mais c'était vraiment... on s'est lancé, on était courageux entre nous. Hein. C'est peut-être ça le chemin. On a dû passer trop loin, je pense. C'est possible, ouais. C'est bien possible. Sauvegarde des feuillus du Morvan. Le nom du groupement citoyen lancé par Lucienne et ses amis annonce clairement la couleur. À Lucienne de l'imposer dans les instances professionnelles. À Jacques Gorlier, son allié de l'ombre et habile négociateur, la tâche de convaincre les propriétaires de leur céder leurs parcelles. Mais alors, sur l'origine de cette forêt, en fait, vous la connaissez pas vraiment, puisque vous venez dans les... Pas spécialement, non, je vous dis, nous, c'était suite à un décès qu'on a hérité de ça, quoi. Moi, je vous dis sincèrement, non, ça fait peut-être bien la deuxième ou la troisième fois que je viens ici. D'accord, parce qu'on voit absolument aucune trace d'exploitation. Quelques beaux arbres, au milieu de taillis sans valeur. Un petit bois connu pour abriter les couples en quête d'intimité. On n'est pas au bout, hein, là. On va y arriver. Des héritiers conquis par le charme tranquille de Jacques. Et voilà un bout de feuillu du Morvan chez le notaire. Ce qui est vendu aujourd'hui, c'est à Chide, une parcelle de bois des terres rouges. C'est la A1212. Et là, je vois qu'on est loin quand même du bord. Et le chemin, il devait descendre plus bas, là-bas, à partir d'un moment. Il faut qu'on regagne un petit peu en montant par ici. Hein. On est descendu là, on est remonté comme ça. Voilà. Et là, on revient. Et là, maintenant, il faut qu'on aille là. Voilà. Donc, propriété et jouissance à compter d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'amoureux, comme vous a dit. Ah, ça c'est mis à part. Ça, c'est pas le même gars. C'est moi gênant. Est-ce que vous pensez que la parcelle qui est au-delà, c'est aussi du bois ou c'est de la prairie? Un groupement forestier citoyen, c'est un acteur forestier pour de vrai.
Il achète pour de vrai des forêts. Il est composé de vrais adhérents qui acquièrent de vraies parts. La différence, c'est qu'il ne distribue pas de dividendes et réinvestit ses ventes de bois dans l'achat de nouvelles parcelles. Signature. Dans les milieux forestiers, ils se sont dit les écolos, ça va pas aller loin, ils n'y connaissaient rien pour la gestion et tout. Mais quand on a acheté la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, je n'irai pas jusqu'à 17, 18, ça doit être 18 forêts maintenant. Donc ça a crédibilisé et ça nous a vraiment aidé. Moi, ça m'a aidé d'une manière formidable. Hein. C'est un outil extraordinaire collectif. Voilà, c'est parfait, vous êtes bien le propriétaire. Félicitations. La forêt du Morvan est largement composée de petits bois familiaux, souvent négligés par leurs héritiers qui ne se chauffent plus au bois depuis longtemps ou qui ont quitté le pays. Des centaines de parcelles imbriquées les unes dans les autres et convoitées aussi par un autre type de compétiteurs connus, les coopératives. Voilà, on voit les premiers plants installés. Les coopératives n'achètent rien. Elles se proposent d'entretenir, couper, replanter, débroussailler pour vous, votre bien forestier. Donc on est de nouveau sur les lignes dans l'autre sens. Voilà, tout à fait. Exactement. Là, si vous voyez, on a les bandes qui sont comme ça, qui redescendent. D'accord, d'accord, voilà. d'accord. Donc là, cette plantation de pins, vous voyez, ils sont bien partis. Et de cèdre. Et le choix des essences a été réfléchi parce que la station sur laquelle on se trouve est séchante. Exposition sud et puis exposition au vent avec ce versant. Et on verra qui sera le plus fort. L'avenir nous dira si ce sont les résineux ou les feuillus. Oui, tout à fait. Xavier Finous, forestier pour une grande coopérative du Morvan, accepte qu'on l'accompagne sur le terrain avec une propriétaire, mais à une condition. C'est lui qui choisit le terrain et la propriétaire. Parce qu'avant, on avait quoi? On avait un pin... Alors le peuplement existant, c'était un taillis de chênes et des pins sylvestres qui étaient à bout de course. D'accord. Et donc là, le principe de cet éco-reboisement permet, avec les essences et les graines diversifiées de manière homogène sur l'ensemble de la parcelle, d'avoir ces régés, oui, c'est incroyable. Cette belle régénération, ouais, le chêne, j'ai vu du hêtre tout à l'heure, voilà. D'accord. Pour moi, l'ancien modèle, on faisait une coupe, on appelait ça des coupes rases d'ailleurs, on n'appelait pas ça récolter, aujourd'hui on appelle ça on récolte. Donc on faisait ces récoltes. Ensuite, tous les branchages qui restaient sur place, on les mettait en andin, on les ramassait et en les ramassant, on décapait la terre. De ce fait, la terre était appauvrie et quand on replantait, on avait beaucoup plus de mal et on faisait une seule essence. Régénération naturelle, éco-reboisement, diversité d'essences. La filière industrielle change-t-elle ses pratiques ou son vocabulaire? Une plantation à suivre, hein. Oui, oui. Ces récoltes totales continuent à avoir lieu dans certains endroits. On n'a pas été compris. Donc on ne va pas changer nos pratiques, mais on va les rendre compréhensibles. Parce que derrière, l'enjeu, c'est bien de travailler pour l'environnement, pour la pérennité de la forêt. On a un rôle, on a besoin de bois, on a besoin de capter du carbone, enfin on a un devoir. Donc notre devoir, c'est d'essayer de faire en sorte que la forêt soit le plus rentable, entre guillemets. C'est pas uniquement financier, il y a le côté bien sûr production financière, mais il y a tout l'ensemble. C'est pas statique le paysage. D'ailleurs, la nature, elle n'est pas statique. Hein. La forêt, déjà, est en train de grandir, là. Oui. Elle grandit, non, mais je veux dire, mais même, elle n'est pas statique. Les feuilles tombent dans les feuillus, l'hiver... Elle est en perpétuel mouvement. Elle est en mouvement, vie, voilà. La forêt, c'est la vie. Ouais. Ouais. Une coopérative peut être vertueuse, mais pour combien d'autres, sourde à la rage citoyenne?
Qu'est-ce qui a rendu les morvandiaux si chatouilleux du Douglas et des coupes rases? À croire qu'ils portent en eux, enfouis, un contentieux. Un compte à régler avec l'histoire. Et c'est l'hypothèse qu'a faite un jeune doctorant en géographie, Vincent Ballan, qui multiplie les allers-retours entre les forêts et le centre archéologique européen de Gluanglen, commune Morvandel. Sur les 10 ports, dans l'endroit de place de chaque port qui leur seront désignés à la mesure et recette des marchands qui des 10 bois seront vendus. Lorsque la documentation écrite devient plus abondante, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, ce qu'on remarque, c'est que le couvert forestier, il est composé à majorité de futaies, de chênes et de hêtres. C'est les deux essences majoritaires qui portent des fruits, c'est-à-dire des glands et des faines. Et ça va permettre de nourrir de vastes troupeaux de porcs qui constituent 80% des revenus seigneuriaux forestiers dans le Morvan. Hélas, un grand danger menace les somptueuses hêtraies et chênaies du Morvan. La peau douillette des Parisiens. Il faut savoir que Paris va passer de 150 000 habitants au début du XVIe siècle à 600, 700 000 en 1780. Donc il faut fournir la capitale en bûches de bois de chauffage pour les cheminées. Et puis aussi une activité quand même proto-industrielle autour de la capitale qui a besoin de ce bois. Du bois pour Paris devenu frileux. Du bois aussi pour ses verreries, ses forges, ses boulangeries. Pendant des siècles s'organise alors un ratiboisage méthodique du Morvan. Mais comment acheminer ces tonnes de bois jusqu'à Paris? Dommage pour le Morvan, ces ruisseaux convergent vers Lyon et Lyon vers la Seine. Il ne reste plus qu'à imaginer un moyen de propulser des arbres dans des ruisseaux. Donc là, en fait, on se trouve sur la digue de l'étang de la Proie. Donc c'est un étang pour le flottage du bois, qui était utilisé pour le flottage du bois. En fait, de ce côté-là, on a l'espace qui était en eau, sur 5 hectares à peu près. 5 hectares de flotte, là, il faut imaginer. Et puis de ce côté-là, en fait, on avait la zone de port, la zone portuaire, la zone où on accumulait les piles de bois de chauffage, quoi. Donc là, au milieu de la digue, aujourd'hui éventrée, il faut s'imaginer qu'ici, il y avait un pertuis, un trou, une vanne, d'où on faisait les éclusées, on lâchait l'eau dans un vacarme assourdissant. Et des masses, des mètres cubes et des mètres cubes de flotte qui dévalaient en contrebas, ici, avec donc des ouvriers qui s'affairaient ici à jeter les bûches dans le cours d'eau. Et puis sur des kilomètres, il faut imaginer qu'il y avait des ouvriers, des poules d'eau qui poussaient avec leurs perches les bûches pour qu'elles dévalent jusque dans le cours de Lyon. Les bûcherons débitent sur place les arbres, en bûches standards d'1,10 m, qui se faufilent dans les ruisseaux gonflés d'eau. Le flottage du bois à bûches perdues se perfectionne pendant des décennies. Et c'est tout un peuple de paysans du Morvan, convertis en prolétaires du flottage, qui participe à la destruction de sa propre forêt. Chaque année, c'est des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de stères qui partent à Paris. En 1789, c'est à peu près 1 million de stères qui sont fournis par le bassin de Lyon. Enfin, les habitants du Morvan, les riverains, se trouvent dépossédés en fait de leurs ressources forestières. C'est ça aussi surtout qui est important à comprendre, c'est que les productions désormais sont externalisées. Elles partent en fait, et le paysan du Morvan ne profite plus du tout des espaces forestiers. Les bûches, assemblées en grands radeaux sur Lyon, gagnent les quais parisiens après plusieurs semaines au fil du courant. Quand le charbon et le pétrole s'imposent au tournant du XXe siècle comme énergie de substitution, le massif du Morvan est dépouillé. Et les Morvandiaux, oubliés, retournent à leur misère.
Aujourd'hui, les bûches ont changé de taille et les pousseurs de bûches conduisent des grumiers de 50 tonnes. Isabelle Beniche vient régulièrement épier les grosses scieries du Morvan pour constater que jamais on n'a coupé autant de bois dans le massif. Comment de tels parcs ont-ils été constitués? C'est qu'avec les années 2000, la filière industrielle du bois s'est découverte un infatigable champion. On ne le sait pas assez, mais la forêt française est la 3e plus vaste d'Europe. Elle occupe 30% de notre territoire national. Et avec ça, le bois est le 2e déficit de notre balance commerciale. Allez comprendre ça. C'est un gâchis phénoménal. Nous dépensons plus de 5 milliards d'euros pour aller acheter de la ressource aux autres, alors que la ressource, elle est ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est 21 millions de mètres cubes de bois supplémentaires qu'il faudra sortir de nos forêts d'ici à 2020. La relance présidentielle cocorico de l'industrie du résineux porte un nom. La diagonale des scieries. Une diagonale imaginaire qui va des Landes aux Vosges, en passant par le Morvan, où on poussait, arrosés par des subventions, des scieries XXL. Alors ça, oui, c'est une des usines qui fait partie de la fameuse diagonale des scieries qu'a voulu Nicolas Sarkozy. À l'époque, on voulait équiper la France pour qu'elle soit hyper compétitive. Donc on voulait des géants qui soient capables de traiter des grandes quantités de bois et d'être performants. Donc les géants, on les voit là. Pour moi, ce sont plutôt des prédateurs. Ils s'installent au pied des massifs et ils finissent par exercer une telle pression sur le massif qu'ils le formatent à leur idée. Le Morvan produit actuellement 860 000 m3 par an, c'est-à-dire que plus de la moitié de ce qu'on produit dans la région, ça passe ici. Et comme toutes les bonnes nouvelles vont ensemble, ils ont parlé d'augmenter la production et ils vont passer à 900 000 m3. On a un peu l'impression qu'il y a des gens d'ailleurs qui sont venus là, qui ont colonisé le coin, qui ont décidé de faire de l'argent sur le dos des gens. Quelque part, quand il y a des décisions comme ça qui sont plaquées sur un territoire, qui viennent d'ailleurs et qu'on siphonne les richesses de ce territoire, moi j'appelle ça de la colonisation. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit, d'abord, il y a plusieurs essences, et puis il y a des arbres d'un peu tous les âges. On a à la fois des anciens, des vieux, là, et puis on a plein de petits jeunes, là, qui redémarrent. Historiquement, cette partie nord-ouest du Morvan a été atteinte un peu après la partie sud. Hein. Donc pendant longtemps, à tort, on s'est cru un petit peu protégé, et puis voilà. Et puis à un moment, effectivement, ça nous est tombé dessus aussi. Et là, c'est difficile à expliquer, mais il y a eu un sentiment... des beaux chênes, là. Hein. Le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire se dire... et quand on en parlait, effectivement, les coupes rases, tout le monde était contre. Hein, c'est une catastrophe, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, quoi? C'est-à-dire, en gros, c'est comme ça, et c'est les techniques d'aujourd'hui, et puis voilà. Bon. Et je dirais que ce sentiment d'impuissance était presque le plus difficile à supporter. Hein, de rester à assister, je dirais, au désastre ambiant. Elle fait quelle superficie exactement, celle-ci? Pas tout à fait 90. Alors, Elle commence à la borne qu'on a vue là-bas. Voilà, ça descend tout droit jusqu'à un petit muret avec un décrochement. Je suis étonné, il n'y en a pas tant que ça. Frédéric Baucher pilote un deuxième groupement forestier citoyen, le Chat Sauvage. On va pas être loin de votre proposition, on va être un peu en dessous quand même, parce que les premières parcelles qu'on a vues... Encouragé par Lucienne, qui veille au sud, le Chat Sauvage est actif dans le nord. Un partage du territoire qui tombe bien, quand on connaît les kilomètres de route en lacet qui séparent chaque vallée du Morvan. Vas-y, rentre. Donc c'est vers Rivière. Rivière. Donc Rivière est là. Rivière est là, d'accord. Rivière est là. Ah ouais, on est en plein massif, oui. Ouais.
Donc, agrandi voilà, un peu, voilà. Et donc là, on a les parcelles. Voilà, donc là, il faut qu'on trouve la 894 et la 1037. Donc, c'est Camille qui a trouvé ça sur un site d'annonce là, sur Internet. Donc, elle a téléphoné au propriétaire qui lui a donné les numéros des parcelles. La 1037, alors elle est super parce que regarde, la voilà. Alors là, celle-là, elle est intéressante pour nous parce que donc nous, on est propriétaire de tout ça ici, de tout ce bloc-là, et même ici, là, tu vois. Oui, même ici. On essaye de bloquer l'enraisinement sur un secteur. C'est-à-dire qu'on sait que les planteurs de sapins qui sont autour vont être intéressés et on se met en concurrence avec eux. Ça a été tendu, hein, ça a été parfois assez chaud, mais on a réussi, je dirais, à obtenir ces parcelles alors que d'autres les voulaient pour agrandir les surfaces à enrésiner. Donc du coup, on est riverain, donc on est prioritaire pour l'acheter. Et nous, on est propriétaire de tout ça là aussi, ici, tu vois. Ouais. Hein, donc on est propriétaire. En 2014, ils ont voté une loi qui était censée nous faire beaucoup de tort. L'idée, c'était de lutter contre le morcellement et de parvenir à faire un regroupement de parcelles. Donc ils ont voté un droit de préemption aux propriétaires riverains. Donc nous, à cette époque-là, on s'est dit, bon, bah ça y est, alors là, dès qu'ils sont là, ils vont être partout. Et l'idée de Frédéric, c'était de dire, on va pas être plus idiots qu'eux, on va nous aussi poser nos pions, et on sera nous aussi prioritaires, parce qu'il n'y a pas de raison que le droit de préemption soit que pour les uns et pas pour les autres. Tu vois, regarde, là on voit mieux, donc tu vois, celle qu'on vient de voir... Qui connaît le jeu de Go comprend la stratégie du chat sauvage. Elle est là, c'est ça ici, là, tu vois. C'est celle-là, là, c'est ici. L'art du Go est d'empêcher, avec des pions, son adversaire de se créer un territoire. L'art de faire obstruction. Et dans le même temps, tenter d'accroître son domaine. Remplacez les pions par des parcelles et vous devenez un peu chat sauvage. Celle-là, là, c'est ici. Donc tu vois, on n'est pas loin. Alors non seulement on se met dans la peau d'un enrésineur, mais on a les mêmes pratiques. C'est-à-dire que les enrésineurs avec lesquels on est en concurrence pratiquent ça, alors avec d'autres moyens et d'autres arguments, mais effectivement, ils font ce démarchage pour acquérir ces parcelles. Eux, pour agrandir leur espace et pouvoir en résiner plus. Nous, pour agrandir notre espace et en protéger davantage, quoi. Et là, d'un point de vue écologique, ça commence à avoir quand même un petit peu de sens. Acheter des forêts à la barbe des prédateurs, sauver des parcelles vouées à la coupe rase, c'est bien. Mais ensuite... D'ailleurs, au-delà de 300 hectares, la loi forestière interdit à tout propriétaire de laisser sa forêt à l'abandon, l'oblige à l'exploiter. Les groupements citoyens, comme les autres. « 300 hectares. Les groupements de Jacques et Lucienne, de Frédéric et Isabelle les ont largement dépassés. Alors, quoi faire sans tout couper ni replanter ? Ils ont un modèle en tête. Alors, le modèle, c'est ce qu'on appelle, je dirais, une futaie irrégulière et diversifiée. C'est-à-dire un maximum d'essence et des arbres d'un petit peu tous les âges et qu'on va prélever pied par pied quand ils sont mûrs et qu'ils sont bons, effectivement, à extraire. L'objectif premier, c'est de reconstituer la biodiversité, le mélange, à la fois dans les peuplements et dans les âges, de façon à avoir ce rythme de production qui soit le plus régulier possible dans le temps. Pour bien comprendre le modèle d'une parcelle gérée en futaie irrégulière, il faut accélérer le temps long des forêts, où à l'échelle du temps humain, rien ne semble se passer. Des arbres d'âge différents, de tailles multiples, d'essences variées, et qu'on récolte comme des fruits mûrs. Au pied des arbres, à maturité, une régénération naturelle de jeunes pousses qui attendent leur heure. L'arbre prélevé leur offre la lumière qu'elles attendaient pour jaillir vers les hauteurs. Ce n'est plus une plantation qu'on rase, mais une forêt qu'on jardine, et qui produit du bois de valeur. C'est ce qu'on appelle la salle d'attente. Oui, d'accord. La salle d'attente, c'est la régénération qui est en dessous. D'accord. Donc tout le peuplement qui est au-dessus, il faut qu'il tourne encore pendant au moins 40 ou 50 ans pour que tout ça prenne la relève. D'accord. Après, on aura 3 étages au moins. Tristan Susse est le seul expert forestier du Morvan à conduire ses forêts en futaie irrégulière. Il invite Jacques dans l'une des plus belles forêts de la région,
dont son père avant lui avait la charge. Comble d'ironie, elle fut au départ en partie une plantation de pins Douglas, convertie par leurs soins en forêt régulière. Une conversion rentable. Alors ici, 530 hectares. La récolte est de l'ordre de 4000 m3 par an. 4000 m3, vous pouvez multiplier par 40 ou 50 euros du mètre cube. Ça fait quand même une recette non négligeable par an. 200 000 euros par an, presque sans impôt, forêt oblige. Le modèle préconisé par Tristan n'est pas une gestion forestière babacool pour écolo première génération, mais une affaire rentable, à une condition cependant pour les propriétaires. Pour arriver à ce stade-là, ils se sont privés quand même des recettes potentielles qu'ils avaient s'ils étaient passés par une coupe rase. Donc il y a toute une phase d'attente, mais maintenant les recettes qui viennent proviennent du capital qui a été bien géré. Donc on revient vraiment à une gestion en bon père de famille où on ne prend pas qu'en compte que le bois, quoi. Il y a un habitat, il y a des animaux, il y a un paysage, il y a un territoire, il y a des gens. Donc il faut prendre en compte tout ça. Et je crois que la société en ce moment est en train de pousser pour que les forestiers prennent en considération ces valeurs. Pourcentage de sélection, là, c'est... Comment? Pourcentage de sélection? Environ 20%. Les consignes, donc on est sur une deuxième éclaircie, les cloisonnements ont été faits il y a 7 ans. Amélioration dans les petits bois et les gros branchus. La rumeur de nos fréquentations avec les anti-coupes rases se propage vite dans ce petit monde des forêts du Morvan. Intercalaires, donc on va les garder. Diversité. Et la coopérative nous invite cette fois sur un autre de ces chantiers forestiers modèles. Diversité, on le marque, triangle inversé pour la prochaine éclaircie. La rotation est de 6 ans, donc on repassera dans 6 ans. Stéphane Olagnon coordonne la brigade. La plantation est de 1992, l'élagage a été fait en 2014, là on est en 2020, voilà, 6 ans plus tard on revient pour aider les arbres sur lesquels on a misé économiquement, leur faire de la place pour qu'eux continuent à grandir. Et on enlève ceux pour lesquels on n'a pas forcément misé il y a 7 ans, et ceux qui, malgré le fait qu'ils vont grandir, vont pas produire un bois à valeur ajoutée intéressante. Ceux-là sont pas trop moches, hein. Le plus gros, oui. Ça joue entre les deux. Là, toi, moi, je virerai celui-là pour l'idéal. Là, il y a une jolie baïonnette, même. Je vais le marquer. Nous passons l'après-midi à les regarder sélectionner leur Douglas et attendons la pause pour oser leur adresser les critiques de leurs opposants sur leurs anciennes pratiques. Personnellement, j'entends. J'entends tout à fait les revendications et les critiques qui peuvent être faites de l'ancien système, des anciennes pratiques. En tant que jeune génération forestière, de par ma formation et de par mes convictions personnelles, je pense que les deux modèles peuvent exister. Je suis dans la mesure et dans la conciliation des deux modèles. Des méthodes forestières plus responsables gagneraient-elles les esprits des forestiers industriels? À moins que le ciel ne leur soit tombé sur la tête. Un ciel bleu et caniculaire, 2 étés durant tombé sur les forêts du Morvan et qui a réveillé l'appétit d'un petit coléoptère, le scolite de l'épicéa. Ouais, bah tu vois, ça y est, on y est, les épicéas scolités. Donc tu vois, ceux-là, il y a une petite trentaine d'années, ils sont venus, ils ont tout coupé à blanc, je sais pas si tu vois la pente, ils ont planté leurs épicéas, et puis ben, monoculture, et puis scolite, et puis ils sont pas à leur place, parce que ici c'est pas une région à épicéas.
Et puis maintenant, du coup, ils sont ou morts ou en train de mourir, donc ils vont être obligés de les couper. Pour les couper, ils ont demandé des aides et des subventions, parce que donc, ils ont eu des aides et des subventions pour les planter, et maintenant ils vont avoir des aides et des subventions publiques, c'est quand même l'argent de tout le monde, pour les couper. Et là où ils les coupent, qu'est-ce qu'ils remettent à la place? Des monocultures de Douglas. Là, on va dire les épicéas sont malades. Ben oui, ils sont malades, mais qu'est-ce qu'on va replanter à la place? Une monoculture de Douglas. Et on recommence les mêmes bêtises. Les gens qui se moquaient de nous, ils voient bien aujourd'hui leurs épicéas plantés dans les années 60, c'est du 90 à 100% de mortalité. Parce qu'il y a les scolytes qui se sont mis dedans et qu'ils ne vont plus en sauver un seul. Il a fallu attendre une attaque de scolytes pour s'en rendre compte. Et donc on apprend, sauf qu'on apprend et sur le temps long. Et la forêt, c'est forcément le temps long. Et donc pour changer les politiques sur une surface, sur un territoire donné, ça prendra forcément beaucoup de temps. Honnêtement, on ne peut pas penser que ça va se passer autrement pour le Douglas, qui est élevé exactement de la même façon. Alors, ça va prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, mais il y aura forcément, comme pour toute monoculture, ce sera un champignon ou un insecte ou une bactérie ou je ne sais quoi, mais il n'y a rien de plus fragile qu'une monoculture. Combien de tonnes d'arbres réduits en miettes, de propriétaires ruinés? La filière industrielle ne refuse pas de divulguer les chiffres, elle s'interdit tout comptage. C'est dire combien sont ébranlées bien des arrogances sylvicoles. Il y a quand même le bon sens. Le bon sens était de notre côté, si vous voulez. Donc à un moment, tout le monde en prend conscience. Et voilà, sans vouloir l'avouer, je pense que les choses vont quand même évoluer positivement dans les prochaines années. Je l'espère. Donc j'ai un 65 avec du semis en dessous. Bon, il y a des bois moyens tout autour. Je le prélève, c'est OK pour toi? Voilà, donc c'est un arbre qui a du semis à son pied. Il y a beaucoup d'autres arbres autour. Ici, on voit qu'on a un jeune Douglas, c'est-à-dire c'est tout simplement le petit de cet arbre-là. On a également du sapin ici qui arrive en régénération naturelle. On a aussi quelques épicéas, quelques sorbiers des oiseleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide d'évoluer, à partir du moment où on décide de changer de cap, c'est qu'on considère que le cap d'avant était peut-être pas tout à fait le bon. Donc si nous, effectivement, on enclenche ce changement de cap, c'est qu'on a constaté que sur le cap d'avant, on n'était pas tout à fait bon. Aucun doute qu'Amaury, comme d'autres jeunes forestiers industriels, n'ait la tentation de nouvelles bonnes pratiques forestières. Mais comment concilier cette tentation avec notre appétit grandissant pour le bois ? Convertir des centaines de plantations en forêt jardinée demanderait du temps. 30, 40, 50 ans à renoncer à des coupes, à consentir à de moindres revenus, même quand les prix sont à la hausse. Combien de propriétaires sont-ils capables d'une telle patience? Qui parmi ces banquiers, ces fonds, ces caisses? Quelle Syrie prête à mettre la pédale douce? Pour le moment, les forêts vivent de quoi? De la vente du bois. Le jour où on paiera des services écosystémiques, peut-être qu'on ne vendra plus de bois, mais on sera payé pour les habitats, pour la faune, le paysage, et aussi les loisirs, et le bilan carbone. Le bois ne représente que 10% de ce qui fait la valeur d'une forêt. On est sur des gros ordres de grandeur, mais une forêt, ça rapporte à peu près en moyenne 100 € à l'hectare de bois. Et 900 € de services extérieurs à la société.
Alors ces services, c'est le rôle dans le cycle du carbone, c'est le cycle de l'eau, c'est les loisirs, la chasse, la randonnée, etc. L'effet bénéfique sur la santé n'est même pas pris en compte dans ces 900 €. La biodiversité, quand on perd 30% de biodiversité, on sait combien de centaines de milliers d'euros on perd au niveau d'un pays ou d'une région. Et moi, la question que j'ai envie de poser à tout le monde, mais c'est réfléchissez bien, et c'est important, et c'est le moment de prendre cette décision, réfléchissez bien à l'usage que vous voulez faire de vos forêts, de nos forêts. Il faut bien y réfléchir. Est-ce qu'on veut produire un peu plus de bois, un peu plus de mètres cubes, un peu plus de Douglas, ou est-ce qu'on veut maintenir des équilibres naturels qui sont en danger et continuer à vivre avec notre monde, avec notre planète? Voilà, moi c'est ma seule question. On ne demande pas la Lune, on demande simplement ce qui marche et qu'on y aille de plus en plus dans ce sens-là. Ne pas laisser la filière bois mener la danse, parce que c'est ça aussi. On ne peut que constater qu'effectivement, c'est le choix sylvicole qui a été fait il y a 60 ans, 50 ans, 40 ans, et ce n'est pas forcément le choix qui sera fait dans le futur, d'être aussi monoculture dans de telles proportions. Voilà. Qui écrira l'avenir des forêts du Morvan? La récolteuse King Tiger, 196 chevaux, 6 roues motrices, ou Lucienne sur ses béquilles? La Puma X+ et sa grue télescopique de 11 mètres, ou Isabelle, ou Frédéric, ou Jacques, ou tous ceux qui, trop vite oubliés, aimeraient être encore un peu les hôtes de ces bois? C'est pas un jour avec. Ouais. Hop là. Allez. Moi, je me trouvais très seule, je peux vous dire, pendant des années. On se trouvait quand même très seule. Et là, vraiment, tout de suite, ça bouge. Et bravo, faut continuer, quoi. Faut continuer. Parce que les citoyens, il faut qu'ils se prennent en main aussi et qu'ils se bougent, quoi. Il faut qu'ils se battent pour les forêts. Je sais pas si je vais faire bien des émules, parce que vous enregistrez, là, non? Si?